Bien, mesdames et messieurs, chers camarades, j'ai le plaisir d'ouvrir le 4e colloque annuel de X sur Sceaux. Et je vous remercie d'être venus pour y participer. Nous allons avoir une après-midi très animée. L'année dernière, nous fêtions les 100 ans de la théorie de l'évolution économique de Schumpeter, dont une des idées, la destruction créatrice, n'est pas encore malheureusement totalement entrée dans les cerveaux des princes qui nous gouvernent, car ils s'obstinent un peu trop peut-être à empêcher la destruction et en même temps ils empêchent la création, ce qui a des effets catastrophiques que nous voyons dans tous les domaines, y compris depuis quelques jours dans la tour penchée de Pise qui en France se penche très dangereusement. Alors l'année dernière, Schumpeter m'avait demandé d'ouvrir les débats, ne pouvant pas, compte tenu de son état, intervenir lui-même. Et cette année, chers camarades, chers amis, c'est Prosper Enfantin qui m'a demandé d'intervenir à sa place. Et donc, vous reconnaîtrez son t-shirt, comme on dit maintenant, sa fillonnette, comme on dit chez les polytechniciens, de polytechnicien devenu l'un des fondateurs du saint-simonisme. Et voilà ce qu'il m'a demandé d'écrire sous le titre « Saint-Simon revient ». Ils sont devenus fous, pourrait-il dire. Chers camarades, en cette année d'anniversaire des promotions 10N+3, je suis heureux que le groupe X sur Sceaux m'ait, après l'avoir fait l'année dernière pour Schumpeter, tiré de mon long sommeil. Je dois cependant vous dire d'entrée de jeu que je ne reconnais pas la brillante France, deuxième puissance industrielle mondiale, que j'ai quittée en plein essor voici quelques décennies. Un camarade retiré chez les Dominicains m'a écrit avant-hier que j'aurais pu dire, Prosper Enfantin, qu'un siècle avant moi, la France était la première puissance industrielle, à la fois sur le plan politique, économique, financier et même démographique, dépassée sur le plan démographique uniquement par la Chine. Cette parenthèse fermée, je reviens au XIXe siècle. Les Français étaient à la pointe du progrès scientifique et technique. Ils étaient ingénieux et entreprenants. Ils creusaient des mines pour alimenter l'industrie. Ils construisaient des usines pour créer des emplois. Ils perçaient des avenues pour relier les quartiers. Ils construisaient des chemins de fer pour relier les régions et même des isthmes pour relier les continents. Ils créaient des banques pour financer toutes ces activités. Ils n'avaient peur de rien, pas même de la concurrence et surtout pas du progrès. La mondialisation n'était pas honnie mais encouragée. La finance n'était pas l'ennemi sans visage, mais l'outil sans lequel l'entrepreneur ne peut rien. Il ne venait à l'esprit de personne de prétendre que l'on pouvait durablement consommer plus que ce que l'on produit. L'État ne se mêlait pas de tout faire. Il n'y avait pas de banque publique, ni de ministère du redressement productif. Il n'y avait pas 40 ministères d'ailleurs. La finance était l'affaire des banquiers, la production était l'affaire des entrepreneurs. Mais que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous devenu si sceptique, si pessimiste, voire paranoïaque? Pourquoi regardez-vous avec dédain la réussite allemande, le dynamisme américain? N'avez-vous pas entendu parler de la caverne de Platon? Pourquoi négligez-vous les recommandations convergentes du FMI, de l'OCDE, de Bruxelles et même de votre Cour des comptes et de votre inspection des finances, je peux dire aussi? Pourquoi avez-vous inscrit dans votre Constitution un principe de précaution qui n'est en fait qu'un principe d'inaction? Pourquoi ne voyez-vous dans le progrès que ses aspects négatifs? Vous qui refusez d'acclimater les OGM sur la belle terre de France, auriez-vous également refusé d'importer les tomates ou les pommes de terre, voire les roses, symbole d'un parti qui croit tout savoir? Organisme inconnu naguère en Europe et donc susceptible de réagir négativement avec les plantes indigènes.
Auriez-vous refusé les chemins de fer dont on craignait à l'époque qu'ils n'induisent au-delà de 30 km à l'heure des décollements de la rétine? Et plus près de nous, vous auriez certainement interdit l'exploitation du gaz de lac, qui a fait de la France un grand exportateur de soufre, le deuxième après le Brésil, et qui a permis l'industrialisation du Sud-Ouest, voici un demi-siècle. Mais ce gaz, je vous le rappelle, avait un tel pouvoir corrosif qu'aucun acier de l'époque n'y résistait plus de quelques jours. Mais à l'époque, au lieu de dire à la société d'exploitation de gaz du Sud-Ouest de fermer rapidement ses puits et qu'on n'en entende plus parler, on a demandé poliment et fermement aux sidérurgistes d'inventer un gaz qui résistait à la corrosion, ce qui a été fait, bien sûr, très bien. Allez-vous fermer des centrales nucléaires, pourtant reconnues par des experts indépendants, aptes à fonctionner encore des décennies, pour les remplacer par des éoliennes beaucoup plus coûteuses, dont le fonctionnement intermittent oblige à importer à grands frais du gaz russe ou qatarien? À ce propos, d'ailleurs, je disais à un camarade un instant que j'ai commencé ma carrière au commissariat du Plan, qui a malheureusement disparu, et dont en plus le siège rue de Martignac a été ou est en voie d'être vendu aux Qatariens avec l'argent qu'ils obtiennent en nous vendant du gaz que nous pourrions produire nous-mêmes chez nous. Allez-vous également importer à grands frais du charbon dont les Américains n'ont plus besoin, débordés qu'ils sont par la pléthore de gaz de schiste qu'ils produisent à des conditions défiant toute concurrence? Le prix du gaz aux États-Unis est maintenant 3 fois plus faible qu'en Europe, moyennant quoi ils n'ont plus besoin de charbon qu'ils nous envoient, et nous, on est obligés de fermer nos centrales à gaz, même modernes. Est-ce que nous ne marchons pas sur la tête, chers camarades? Et vous vous interdisez d'explorer votre sous-sol pour savoir ce qu'il peut contenir, mais vous n'avez pas entendu parler de La Fontaine et de sa fable sur le laboureur et ses enfants. Allez-vous continuer à faire fuir les entreprises et les entrepreneurs avec un droit du travail qui décourage l'embauche et une fiscalité spoliatrice qui freine la prise de risque? Allez-vous continuer à travailler moins d'heures par semaine, moins de jours par an et moins d'années par vie que vos concurrents, en prétendant améliorer quand même votre pouvoir d'achat, sans comprendre que votre préférence pour les loisirs oblige la France à vendre les uns après les autres ses plus beaux fleurons et à emprunter 500 millions d'euros chaque jour pour financer son déficit public, à un taux extraordinairement bas actuellement, mais vous imaginez bien que ça ne durera pas, et qu'Athènes n'est pas tellement loin de Paris. Allez-vous comprendre qu'il faut travailler plus pour produire plus et moins cher, et amorcer le redressement de votre commerce extérieur par une amélioration de votre compétitivité? Vos yeux s'ouvriront-ils avant la débâcle annoncée, dont vos plus hautes autorités feignent de croire qu'elle ne pourra pas franchir nos frontières, pas plus qu'elle n'avait franchi le nuage, que le nuage de Tchernobyl l'avait franchi? Dans la préface du catalogue de l'exposition de la Bibliothèque nationale sur le siècle des Saint-Simoniens, dont je vous recommande le beau catalogue, sous-titré « Du nouveau christianisme au canal de Suez », BNF 2006, Jean-Noël Jeannet écrivait en substance « Le saint-simonisme est une source majeure de notre modernité, car en ont été marqués à la fois le dynamisme de notre nation, les itinéraires de la gauche française, la gauche, et le rayonnement universel de l'héritage de notre nation. Que nous puissions trouver encore dans cette histoire d'une imagination et d'une énergie collective une inspiration pour notre temps, j'en suis convaincu. » PDG de la compagnie de Suez, qui était le mécène de cette belle exposition, Gérard Mestralet, X68, rappelait que Suez plonge ses racines dans l'utopie saint-simonienne d'un progrès partagé, mouvement majeur de l'histoire des idées, dont les disciples, polytechniciens, financiers, médecins, ouvriers, etc., mirent en pratique les principes dans l'industrie, dans la banque, dans les transports, marquèrent profondément notre histoire économique et contribuèrent à créer de grands groupes dans la banque, l'industrie ou les infrastructures. Rien ne prédisposait pourtant l'aristocrate Henri, comte de Saint-Simon, dont mon voisin va vous parler plus en détail dans un instant, arrière-cousin du mémorialiste, à créer des néologismes comme industriel
auxquels seraient confiées les lois de finances, oui, ou, avant l'affaire Dreyfus, qui était camarade de la 1878, intellectuel, néologisme aussi, auquel serait confié le pouvoir spirituel, a milité pour le progrès des sciences et a donné son nom à un ensemble de vraies boîtes à outils, des vraies boîtes à outils, dont le positivisme d'Auguste Comte, X 1814, et bien sûr le saint-simonisme, en y attirant un grand nombre de polytechniciens que certains ont simplement baptisés, je les en remercie, bien que ne le méritant peut-être pas, les enfantinistes. Depuis ma sortie de l'X, dont je suis sorti plus vite que la plupart des autres conscrits de la 1813, puisque je n'y suis resté qu'1 an, car mes parents n'avaient pas les moyens de payer les droits d'entrée. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de bourse pour les méritants. Donc je n'y suis resté qu'1 an, mais j'ai eu, comme les chats, pas moins de 7 vies différentes, ainsi que l'atteste notre camarade Jean-Pierre Callot, alias Alem, X 1931, dans son livre publié chez Pauvert en 1963, Le prophète aux 7 visages. Homme d'action, homme de cœur, homme d'affaires, philosophe, mystique, idolâtre et voyant. Et comme le dit Georges Ribeil dans le catalogue de l'exposition sur les Saint-Simoniens que j'ai mentionné, la France était alors complexée devant le modèle industriel anglais. Mais elle a réagi vivement, contrairement à la situation actuelle où nous observons avec dédain les modèles allemands, anglais, américains ou nordiques. Alors que Saint-Simon est déjà mort depuis quelques années, le saint-simonisme va se concrétiser dans une politique de grands projets de chemin de fer, considérés avant la lettre comme outil essentiel d'aménagement du territoire. Ces projets étaient promus par des ingénieurs, dont Michel Chevalier, X 1823, Henri Fournel, X 1817, les frères Talabot, Léon, 1813 et Paulin, 1819, dont un descendant par alliance est ici présent. Je le remercie d'être venu. Émile Clapeyron, 1815, en étroite liaison avec des financiers de haut vol, comme les frères Émile et Isaac Pereire, fondateurs en 1852 du Crédit Immobilier, qui a malheureusement mal fini, mais qui, je le rappelle, n'a pas été renfloué par le contribuable. La liquidation du Crédit Immobilier a été faite au détriment de ses actionnaires, comme il se doit. L'État n'y a pas mis d'argent. Mais beaucoup d'autres banques, à l'époque, ont été créées et existent encore, banques privées, comme le Crédit Foncier, le CIC, le Crédit Lyonnais, la Société Générale. Et ces banques initiaient la création de grandes entreprises privées, comme la Compagnie Générale des Eaux, la Compagnie Générale Maritime, le chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée ou la Société d'études du canal de Suez. Mes chers camarades de la 2013 que j'ai invités, mais qui, je crois, malheureusement, sont à Mourmelon ou ailleurs en train de crapahuter pour se former comme il se doit pour l'avenir de la France, je souhaite que l'Europe de 2014 ne ressemble pas à celle de 1814 ou de 1914, et qu'il se trouve parmi vous des créateurs d'entreprises innovantes qui ne seront pas découragés par la déprime ambiante de notre pays et ne seront pas traités comme des pigeons ou autres volatiles et pourront donner à la France les Apple, Amazon, Facebook, Google et autres Microsoft que son génie mérite, afin que soit renouvelé le CAC 40, dont certains membres existaient déjà de mon temps. En un mot, que la France est un sursaut. Merci, chers camarades. Et je donne la parole à Pierre Mussot, qui est le grand spécialiste de Saint-Simon, professeur à Rennes 2 et à Télécom Paris Tech, auteur notamment de Saint-Simon, l'industrialisme contre l'État, que vous pouvez avoir à l'accueil pour 18 €, de même que les 12 travaux d'Hercule du nouveau président, comment refaire de la France un pays entreprenant. À toi, Pierre. Merci, bonjour, merci de votre invitation. Je vais vous dire quelques mots rapides sur industrialisme et saint-simonisme. Tout d'abord, pour
pour rappeler qu'il y a une longue histoire des liens entre le mouvement, entre l'école polytechnique et les polytechniciens et le saint-simonisme. Enfantin lui-même, dans les années 1830, disait « l'école polytechnique doit être le canal par lequel nos idées se répandent dans la société ». Et Michel Chevalier, c'est les deux grands leaders de l'école, du point de vue de l'industrie. L'adhésion de nombreux ingénieurs est le moyen de constituer le parti politique des travailleurs. En 94-1800, centenaire de l'école, Gaston Pinet publie un article célèbre sur l'école polytechnique et les Saint-Simoniens. En 1937, un groupe qui s'appelait X-Crise organisait une conférence sur le saint-simonisme et les polytechniciens. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en 1963, Jean-Pierre Callot, qui était rédacteur en chef de la revue Le Jaune et le Rouge, publie Les Polytechniciens et l'aventure saint-simonienne et l'ouvrage qui a été évoqué sur Enfantin. Et aujourd'hui, dans cette filiation, vous organisez ce colloque à juste titre, et c'est bienvenu à l'heure du débat sur l'industrie, en référence au saint-simonisme. Alors, Henri Saint-Simon, même à la fin de sa vie, il a supprimé la particule. Même pendant la Révolution, il avait pris un pseudonyme, Henri Bonhomme. On vient de publier avec quelques amis ses œuvres complètes aux presses universitaires de France. Henri Saint-Simon donc, a été officier, il a été entrepreneur, il a été spéculateur sur les biens de l'Église après la Révolution, et puis il est rentré dans la carrière philosophique. Il était très riche, c'était un des hommes les plus riches de Paris, et le jour où il est rentré dans ce qu'il a appelé la carrière scientifique, il est devenu quasiment SDF. Donc il rédige son œuvre de 1802 à 1825, et parmi ses ouvrages, les trois principaux qui traitent de la question de l'industrie, donc sont l'industrie, qu'il co-dirige avec Chaptal, d'ailleurs, le célèbre ministre, du système industriel et le catéchisme industriel. Il invente des mots, vous le rappeliez, le substantif industriel, les néologismes industrialisme et industrialiste, le substantif intellectuel, et des formules comme la société industrielle, qu'on emploie très fréquemment, ou le système industriel. Et il invente aussi des images, parce qu'il veut populariser, comme il dit, sa philosophie. Alors il y en a une qui est célèbre, c'est les abeilles opposées aux frelons. Les abeilles, ce sont les industriels producteurs non consommateurs, alors que les frelons, ce sont des consommateurs non producteurs. Et la célèbre parabole, supposer que les grands dirigeants de l'État, de l'Église disparaissent, 30 000, ce serait triste, mais ça n'aurait pas grande incidence pour la nation. En revanche, imaginez la disparition des 3 000 meilleurs industriels de France, alors là, la nation perdrait son âme. Alors, dans l'industrie, Saint-Simon insiste sur le fait, il identifie la société à un atelier. Il identifie la société tout entière repose sur l'industrie. Voilà tout à la fois et le point de départ et le but de tous nos efforts. Une nation n'est autre chose qu'une grande société d'industrie. Et l'entreprise est toujours la même, évidemment, c'est la production. Dans le catéchisme des industriels, qu'est-ce qu'un industriel, dit-il? Un industriel est un homme qui travaille à produire ou à mettre à la portée des différents membres de la société un ou plusieurs moyens matériels de satisfaire leurs besoins ou leurs goûts physiques. En un mot, tout se faisant par l'industrie, tout doit se faire pour elle. Donc l'industrie, c'est la finalité, est identifiée, c'est la finalité de toute la société. Ce n'est pas un secteur comme c'est devenu ensuite au XXe siècle, un secteur d'activité. Alors le mouvement saint-simonien, on peut distinguer trois phases. Il naît à la mort, ce mouvement de Saint-Simon, donc en 1825, autour en particulier d'Enfantin et de Bazard. Il y a une première phase où il faut un travail théorico-religieux, si je puis dire, avec des journaux. Il crée une école, il publie la doctrine de Saint-Simon. En général, on connaît la pensée de Saint-Simon par cette doctrine qui a peu à voir avec la philosophie de Saint-Simon elle-même. C'est pour ça que nous avons publié récemment les œuvres, pour faire la distinction aussi. Il se constitue en église avec deux pères, vous avez le t-shirt, le père Enfantin et le père Bazard, et dans leur collège, il y a 6 polytechniciens. Et il dirige aussi un certain nombre de revues, dont le Globe. Michel Chevalier en prend la direction en 1930. Deuxième phase, un saint-simonisme utopique, et c'est souvent celui-là qu'on a en tête, parce qu'il relève un peu de l'image d'Épinal, c'est-à-dire la retraite de Ménilmontant
qui dure 6 mois en fait, et qui est un préalable d'abord à leur entrée en prison, puisque Chevalier et Enfantin vont passer 1 an en prison à Sainte-Pélagie, avant de partir l'un, et c'est la 3e phase qui couvre à peu près un demi-siècle. L'un va partir pour l'Orient pour réaliser le canal de Suez, et Michel Chevalier va partir aux États-Unis pour étudier l'industrie et le développement des réseaux. Et ensuite, ils vont se lancer, comme vous le rappeliez, dans la création de grands réseaux, de grandes entreprises, de grandes sociétés de crédit. Les polytechniciens saint-simoniens, vers 1830, on compte à peu près une communauté saint-simonienne de 3500 membres, parmi lesquels environ 130 à 150 anciens élèves de l'école polytechnique. Alors, un des plus connus, c'est Auguste Comte, mais il a rompu, en fait, d'abord avec Saint-Simon, dont il a été le secrétaire, c'est très important, pendant 7 ans, de 1817 à 24, et les premiers textes de Comte sont largement attribuables, et nous en avons réattribué à Saint-Simon. Et ensuite, il s'est éloigné du saint-simonisme. Bien sûr, Enfantin, Chevalier, Fournel, Frédéric Leplay, Jean Reynaud, qui sera ministre de la Deuxième République, Charles Lambert, Albert Transon, Hoart, qui meurt en Égypte, Cazot, Binot, qui sera aussi ministre sous le Second Empire, Clapeyron, Lamé, qui vont participer à la construction de ces entreprises et de ces grands réseaux, notamment les chemins de fer. Alors, le programme, pour ne pas dire le manifeste industrialiste de l'école, est publié en fait en 1932 dans Le Globe par Michel Chevalier, qui dirige la revue, en février 1932, et notamment avec cette idée clé, c'est-à-dire que les chemins de fer et les réseaux en général et l'industrie en général, ce n'est pas simplement une finalité technique et économique, c'est d'abord la réalisation, le symbole de l'association universelle. C'est-à-dire qu'on va communier par les réseaux. Dans l'ordre matériel, vous voyez, cette phrase est clé, le chemin de fer est le symbole le plus parfait de l'association universelle. C'est-à-dire qu'en réalisant des réseaux, on va changer la société. Donc les ingénieurs, comme dit Chevalier, prennent un rôle politique et pas simplement un rôle technique. La retraite de Ménilmontant, qui suit et qui est la plus célèbre, et on connaît toutes ces caricatures et cette imagerie de l'époque, parce que le ministère de l'Intérieur va les arrêter le processus, faire un procès, et ils vont donc aller en prison, notamment Chevalier et Enfantin. Et Chevalier écrit ceci, il faut sentir la fièvre industrielle qui s'empare aujourd'hui de la société tout entière. Et il s'adresse à son ami Leplay, et il dit donc notre corps, c'est le corps des mines et des usines. Et il les met même en garde. Toutes ces choses, je le sais, sont dans les vœux du plus grand nombre des ingénieurs, mais la réalisation en est urgente, sans quoi, quelque matin, un député atteint d'un excès d'économie proposera la suppression du corps. Alors, les deux grandes figures, puisque Bazard meurt très vite en 1932, jeune, c'est Prosper Enfantin, le père, vous voyez, avec deux images, l'une à Ménilmontant, l'autre quand il devient administrateur délégué du PLM. Et l'autre figure, qui est très importante aussi, c'est Michel Chevalier, tous les deux sont polytechniciens et Chevalier X-Mine. Michel Chevalier qui devient professeur d'économie politique au Collège de France et qui devient le conseiller, et ça c'est très important, de Napoléon III, le Jacques Attali, si vous voulez, de Napoléon III, et sénateur d'Empire. Les grandes réalisations des Saint-Simoniens, ce sont bien sûr le projet du canal de Suez, qui finira par être réalisé par Lesseps, comme vous savez, les chemins de fer, mais on le sait moins, le télégraphe électrique, notamment au début du Second Empire, les grandes expositions universelles, la multiplication des projets dans le domaine de la presse, et même de l'agence de presse à Vasse, et la création d'entreprises et de banques, et un des derniers projets de Chevalier, qui est le tunnel sous la Manche en 1875. Alors, le projet de percement de Suez, puis de Panama, puisque à partir de Suez, ils envisagent aussi Panama, et c'est pour ça qu'ils font l'expédition, guidée d'ailleurs, le capitaine du bateau qui les amène, enfin qui amène la première vague de Saint-Simoniens, c'est tout simplement Garibaldi, qui en 1933 les conduit à Alexandrie. Et Enfantin dit ceci, le travail auquel nous nous destinons est la préparation de la grande œuvre de Suez et au-delà donc de Panama. Alors, pour différentes raisons, ils ne vont pas pouvoir réaliser le canal de Suez, mais le canal va être réalisé à partir de tous leurs projets, à partir de
leur plan par Ferdinand de Lesseps dans les années 55-60. Les chemins de fer, ils réalisent en France, parce que ça va s'étendre au-delà de la France, la ligne Paris-Saint-Germain, qui est la première ligne de chemin de fer en France, et là ils s'y mettent tous, puisque les études sont faites par Clapeyron, Lamé, Flachat, et la ligne est inaugurée en 1937 et financée par les Pereire. La ligne de Paris à Lyon, et là c'est Enfantin qui est à la manœuvre, et aussi les lignes Marseille-Avignon, Lyon-Avignon, là avec Talabot. Et en 1947, la fusion du PLM sous l'impulsion et l'initiative d'Enfantin. La création et la direction d'entreprise, alors il crée de nombreuses entreprises, en particulier la Compagnie Générale des Eaux en 1955 à Lyon, qui est devenue Vivendi, la Société des Rails, Omnibus et d'éclairage au gaz à Lyon aussi, et les Pereire créent la Compagnie Générale Maritime pour le courrier transatlantique. Dans les autres secteurs d'activité, il développe, donc je vous l'ai dit, le télégraphe électrique, des établissements de formation, parce qu'ils distinguent ce qu'ils appellent les réseaux matériels, comme les chemins de fer, des réseaux immatériels, c'est-à-dire le crédit, la formation, et c'est eux-mêmes qui lancent le premier projet, peu le savent, l'ancêtre de l'ENA, sous la Seconde République, mais qui ne va pas durer, qui va durer 1 an. Les réseaux urbains, notamment à Paris et à Lyon, et même la ville d'Arcachon, qui a été ville nouvelle, créée à cette époque-là. La presse et les journaux, alors il y a 3 journaux qui sont créés tout de suite après la mort de Saint-Simon, donc dans la phase que j'appelais théorico-religieuse. C'est Le Producteur, L'Organisateur et Le Globe qui est récupéré par les Saint-Simoniens. Et puis Enfantin, qui a séjourné en Algérie, lance un quotidien aussi qui s'appelle l'Algérie, et puis Duveyrier lancera Le Crédit dans les années 48. Alors justement, les sociétés de crédit, là, ce sont les Pereire qui sont les plus actifs, Émile et Isaac Pereire, qui créent non seulement le crédit foncier sur une idée d'Enfantin, mais qui créent la Société Générale de Crédit Immobilier, le Crédit Mutuel, le CIC, le Crédit Industriel et Commercial, le Crédit Lyonnais, avec Henri Germain à Lyon, et la Société Générale avec Talabot. Et il n'oublie jamais, si je puis dire, la mise en scène, la partie médiatique, médiatisation, non seulement à travers la presse, mais aussi pour vulgariser, toujours la même idée que Saint-Simon, pour faire aimer l'industrie, en particulier avec les expositions universelles de Paris, celle de 1955, où Arlès Dufour, un Saint-Simonien, dont Arlès Dufour est le commissaire, avec un ensemble de Saint-Simoniens autour de lui. Et il lance à cette occasion le Palais de l'Industrie, dont vous avez une image, qui occupait pendant 50 ans l'emplacement du Grand Palais, donc près des Champs-Élysées. Et en 1967, Chevalier est à nouveau à l'initiative, puisqu'il est le président du jury international. Dernier grand projet, celui de Michel Chevalier en 1975, donc ce projet de tunnel sous la Manche, et dont les travaux ont commencé. Alors Chevalier est mort en 1979, donc le projet, pour différentes raisons, dont la mort de Chevalier, va s'interrompre en 1880, mais les travaux de forage avaient commencé. Les facteurs de réussite, et je crois que c'est très important de réfléchir comment se fait-il que ces Saint-Simoniens ont été si actifs et ont si réussi dans différents domaines. Un, c'est un groupe évidemment compétent, ce sont à la fois des théoriciens et des hommes d'action. Deuxièmement, ils sont déterminés et passionnés. Je crois que c'est très important. Saint-Simon disait que pour faire des grandes choses, il fallait être passionné. Et 3, ils sont soudés, c'est-à-dire qu'ils s'entraident en permanence. Évidemment, ils bénéficient du soutien de Napoléon III sous le Second Empire, notamment Michel Chevalier et son frère Auguste Chevalier, qui est secrétaire général de l'Élysée. Et, élément à mon avis majeur, ils ont une vision du monde. C'est-à-dire qu'ils ont même une utopie, c'est-à-dire une vision du monde qui est une vision de long terme. C'est pour ça qu'ils associent étroitement, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui, finance et industrie. Et ils ont une vision intégrée de l'industrie. L'industrie n'est pas un secteur d'activité. L'industrie, c'est une vision de toute la société. C'est une façon de transformer la société et même de faire accoucher la société de ce que Saint-Simon appelait le système industriel.
Enfantin déclare, et c'est un peu une forme de testament d'Enfantin à la fin de sa vie, vous voyez, nous avons enlacé le globe de nos réseaux de chemin de fer, d'or, d'argent, d'électricité, mais à travers ça, on a propagé l'esprit de Dieu, l'éducation du genre humain. Donc on ne peut pas dissocier leur action de leur utopie, de leur vision du monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bien, merci Pierre pour cette introduction à nos débats qui vont maintenant examiner comment, au XXIe siècle, on peut faire revivre cet âge d'or. Je donne tout de suite la place à la première table ronde.